Vous êtes sûr que vous allez avoir 94 ans, vous? Le temps que vous accordez à M. Biya pour dire qu'il appréciera et tout, etc. L'espérance de vie qui est la sienne, vous êtes sûr que vous allez l'avoir pour penser que vous allez avoir la possibilité de voir se développer le Cameroun que vous êtes en droit d'espérer, de rêver? Regardez ces routes-là. Il va reprendre ça. La main, il a eu quand? Sa main. Se poser la question de savoir, est-ce que j'ai pu doter mon pays en 43 ans d'une infrastructure qui me permette, moi, président de la République, de me faire soigner? Il a l'armée, il a le pouvoir judiciaire, il a l'ensemble du pouvoir législatif pour lui. Qu'est-ce qui manque à Biya pour qu'il ne travaille pas? J'arrive pas à comprendre. Il a organisé son irresponsabilité pénale pour tous les actes qu'il entreprend. Et comment? En procédant comment? Bien sûr qu'on peut en sortir, en attendant que le président de la République démissionne et confie les rênes du pouvoir. En 2011, 2018, 2025, il est arrivé avec un projet en nous disant vous allez voir ce que vous allez voir, l'ensemble des travaux structurants, rien ne s'est passé. Madame, vous êtes sûr que vous allez avoir 94 ans, vous? Le temps que vous accordez à M. Biya pour dire qu'il appréciera et tout, etc. L'espérance de vie qui est la sienne, vous êtes sûr que vous allez l'avoir pour penser que vous allez avoir la possibilité de voir se développer le Cameroun que vous êtes en droit d'espérer, de rêver? Regardez ces routes-là. Moi, je ne comprends pas la légèreté avec laquelle on peut se situer pour pouvoir indiquer des choses comme vous le faites. Si c'est uniquement pour faire plaisir, je ne pense pas que ce soit ça que le Cameroun, ça dont le Cameroun ait besoin. Je suis vraiment désolé pour vous. Merci, professeur. Maintenant, la vérité, c'est que, déjà, d'une part, d'un point de vue pénal, quand je vous dis faux, c'est du pénal. D'un point de vue pénal, le président de la République est irresponsable. Il a organisé son irresponsabilité pénale pour tous les actes qu'il entreprend. Donc là, en l'occurrence, la question pénale ne se pose même pas. Il y a une immunité de fait. Maintenant, les conséquences qu'on peut parfois envisager d'un acte qui est illégal, ça peut être des conséquences politiques. Et là, effectivement, de ce point de vue, je pense que tous ceux qui sont passés, qui m'ont précédé à ce micro, ont pratiquement tout dit. C'est un fait que là on s'aperçoit, on constate une fois de plus ce que nous avons pu constater nous-mêmes. Il y a une déliquescence progressive de l'État, du fonctionnement de l'État. Le président de la République, moi quand je prends la chose sous l'angle où vous me placez, je vais vous dire que ça fait à peu près 6 ans qu'on n'a pas de conseil supérieur à la magistrature. Alors qu'il y a beaucoup de cuvées qui sont bloquées jusqu'à présent et qui sont en attente. Vous ne prenez que l'un des aspects du problème. Le président de la République est le président du conseil supérieur à la magistrature. Le conseil supérieur à la magistrature est l'organe qui régule, je vais faire simple, la justice dans un pays. Et quand on sait ce que c'est que la justice dans un pays, on peut imaginer. Vous avez non seulement l'intégration des magistrats, vous avez leur affectation. Tout le monde sait que le maintien à un même poste finit par créer ce que lui-même y connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la corruption du pouvoir, la corruption des rentes de situation. Et les magistrats, ils en souffrent, évidemment. Le Conseil supérieur de la magistrature est également l'organe qui procède non seulement aux affectations, aux mutations, mais également à l'appréciation disciplinaire, que ce soit dans le sens de l'élévation en grade ou que ce soit éventuellement dans les sanctions disciplinaires. Je voudrais déjà vous indiquer que le précédent, le tout dernier, n'avait même pas examiné la situation au niveau des sanctions disciplinaires des magistrats. Ce qui a pour conséquence que vous maintenez dans le corps des gens qui mériteraient de rendre des comptes, avec le mauvais message que on peut se permettre de faire ou de ne pas faire sans que cela n'ait de conséquences immédiates sur vous. Ce qui évidemment est un très 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 mauvais message, ça a une très mauvaise résonance. Donc vous voyez que de ce point de vue, vous prenez le corps de la magistrature, vous prenez ses autres obligations constitutionnelles, vous savez qu'il a déjà délégué une grande partie de ses fonctions au secrétaire général de la présidence de la République. Les Camerounais sont en droit de se demander à qui ils ont confié finalement le pouvoir. Vous avez donné le pouvoir à un homme, à un individu, qui prend dans la foulée de son élection un texte par lequel il délègue l'ensemble de ses pouvoirs au secrétaire général en lui disant qu'il appréciera, il discriminera. C'est-à-dire selon sa propre analyse, les questions qu'il entend lui soumettre éventuellement. C'est en fait une façon de lui dire « Occupez-vous de la République, moi je m'en vais au champ ». Voilà. Et c'est la situation dans laquelle on s'est retrouvé jusque-là. Sauf qu'au moins il était là. Et j'incline à penser que la présence physique du président de la République en elle-même est importante. J'analyse souvent ça d'une façon inverse, à contrario, en me disant que lorsque vous voyez l'ensemble des chantiers qu'on a pu mettre en place, et je crois que nous allons parler ici votre synopsis nous indique que nous allons parler d'un chantier. Forcément. Quand vous voyez le chantier de la construction d'Olembe, qui est à un jet de pierre d'Etoudi, de là où réside le président de la République, vous dites s'il avait simplement fait un tour pendant les années qu'a duré cette construction, je pense que les acteurs ou les prévaricateurs se seraient dit peut-être vaut-il mieux qu'on ne se fasse pas prendre les doigts de la confiture, qu'on essaye un peu d'accélérer. Professeur Maître Assira, le président est de retour, comme on l'a dit, c'est justement avec cette question qu'on va sortir de cette thématique. Est-ce que là, le président va reprendre la main, ou alors le président est en train de préparer sa succession lui-même? Je ne sais pas quand vous dites qu'il va reprendre la main, il a eu quand sa main? Il a toujours eu. Moi, je dis, il y a des marqueurs. Il faut vraiment qu'on soit un tout petit peu sérieux. Moi, j'ai écouté ma voisine tout à l'heure. Annette Tanga. Je dois dire que je suis un peu atterré d'entendre son discours, honnêtement. Parce que je pense que les problèmes qui sont posés aux Camerounais
dépasse tous les clivages partisans. Et quand je vois une jeune personne, elle est jeune, relativement à moi, relativement à l'histoire du Cameroun, qui arrive se fondre dans un discours mou, en vous disant que oui, le président est là, il apprécie, il le fera en son temps. Il faudrait qu'elle nous dise ce qu'en 43 ans, le président, si aujourd'hui on devait mettre un stop à son action, qu'est-ce que nous retiendrions concrètement que le président nous a apporté. Il a donné la parole, quelqu'un pourrait dire c'est cela, il a donné la parole, autrefois au Cameroun on ne parlait pas, quelqu'un pourrait dire les universités, il n'y en avait qu'une seule. L'université du Cameroun, on en a pratiquement 11 universités, c'est-à-dire en moyenne une université et demie par région. Est-ce que c'est pas beaucoup? Vous modérez très bien. C'est une question que nous posons. de vous le dire parce que je sais que les questions que vous posez sont uniquement destinées à nous amener à dire ce que vous-même vous pensez. Et vous ne pouvez pas penser une seule seconde que ces artifices qu'on nous présente comme étant des créations du président du Renouveau sont réels. Je ne connais pas une université qui a été construite de la première brique à la dernière. On a simplement repeint des édifices anciens en leur donnant le nom de toutes les universités. Vous pouvez les prendre les unes après les autres. Il n'y a pas une université qu'on a commencé à construire d'un bout à l'autre. C'était avant une école nationale de formation ou d'agriculture ou autre, etc., qu'on a rebaptisé, on lui a donné l'apparence d'une université. Déjà uniquement dans les murs, les locaux. À côté de cela, vous avez, derrière une université, il y a une industrie. C'est-à-dire qu'il faut des personnes en nombre suffisant, il faut une idée, il faut un projet d'éducation qui n'existe pas dans tous les établissements. J'entends toujours les turiféraires du pouvoir nous indiquer qu'on a créé, démultiplié les lycées et autres, etc. Ce qui était avant CES est devenu lycée de Ngoekele, ce qui était collège bilingue d'application est devenu, on a donné un autre nom, et vous rentrez dans les classes, une classe qui est censée contenir à peu près 35-40 personnes se retrouve avec à peu près 120 ou 130 élèves. Si c'est ça que vous appelez vraiment l'éducation, je suis désolé. Moi je n'ai rien vu. Je vous dis, quel que soit le pan de l'action que vous prenez. Le président de la République est allé se faire soigner à l'étranger parce qu'il estime lui-même que l'infrastructure sanitaire de son pays n'est pas suffisante pour pouvoir assumer la pathologie qui est la sienne. Il assume quand même cette responsabilité-là depuis 43 ans. Il me semble qu'il aurait pu se poser la question de savoir est-ce que j'ai pu doter mon pays en 43 ans d'une infrastructure qui me permette, moi, président de la République, de me faire soigner. Je voudrais juste indiquer une question annexe qui serait pour vous qui avez voyagé, qui savez tout de la Roumanie et autres. Est-ce que vous pensez vraiment que le Camerounais ordinaire a la possibilité, lui, d'aller se faire soigner pendant 74 jours, comme le fait le président de la République? J'en doute énormément. Je pense qu'il y a des standards minimum, à partir desquels on peut évaluer l'action d'un président de la République. Et un président de la République qui a tout pour lui. Il a un peuple qui lui est acquis. La preuve, vous n'avez rien à attendre de lui. Pourtant, vous lui donnez une dévotion qui est totalement incompréhensible. Et beaucoup de gens sont comme vous. Il a un peuple pour lui. Il a des institutions. Quand le président d'un pays démocratique a un projet, vous voyez par exemple le président des États-Unis, que je ne peux pas dire que j'aurais voté pour lui si j'avais eu la possibilité de voter pour lui, mais il n'en demeure pas moins qu'il est venu avec un projet. Chaque jour, il est retoqué par la Cour suprême des États-Unis sur son plan anti-immigration et autres, etc. À la fin de son bilan, il pourrait parfaitement dire à ses électeurs, je suis désolé, vous savez que je suis venu avec un projet, mais je n'ai pas pu le mettre en œuvre parce que j'ai été arrêté par tel. Le président bien ne peut pas dire la même chose. Il n'y a rien qui l'arrête. Il a un parti pour lui, il a une opposition. Bon, je ne veux pas me fâcher aujourd'hui avec mes amis de l'opposition, parce que je pense qu'on pourrait aussi avoir quelque chose à leur demander. Mais bon, il a une opposition qui est relativement discrète. Il a l'armée pour lui. Il a le pouvoir judiciaire. Il a l'ensemble du pouvoir législatif pour lui. Qu'est-ce qui manque à Biya pour qu'il ne travaille pas? J'arrive pas à comprendre. Tout est minimum. Tout. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas dire qu'au plan sanitaire, au plan des routes, au plan scolaire, au plan de la corruption, la moralité publique. La moralité publique, quand M. Biya est arrivé au pouvoir en 82, son principal discours, ça a été rigueur et moralisation. Rigueur et moralisation. Je ne sais pas si madame a déjà été dans une administration publique, dans un service public au Cameroun. Peu importe. Moi, je suis vraiment étonné quand j'entends ces discours de facilité. Je pense que même quand on est dans un parti politique, et il va peut-être falloir que je finisse par y adhérer un jour, même quand on est dans un parti politique, la première des choses, c'est d'avoir des exigences. On a des standards, on a des demandes. Et c'est à partir de ces demandes-là que l'action publique du responsable se développe. Mais quand vous arrivez, que vous dites non, le président de la République, un des compatriotes aujourd'hui parlait du chaos lent. Le chaos lent. La notion du fameux chaos lent. Et j'ai l'impression que chaque jour, on rajoute une dimension supplémentaire, un degré supplémentaire à ce chaos vers lequel on est en train de sombrer progressivement. Et on regarde là simplement avec nos yeux hagards, sans rien pouvoir faire. Est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce qu'on peut sortir de ce chaos lent? Et comment? En procédant comment? Bien sûr qu'on peut en sortir. En attendant que le président de la République démissionne et confie les rênes du pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne vois pas comment aujourd'hui, moi j'indique toujours, et je voudrais vraiment qu'on me dise, pour pouvoir faire un pronostic,
d'un mieux-être demain, il faut qu'on ait déjà vu dans le passé des germes, des éléments qui puissent nous permettre d'espérer. Je n'ai jamais vu, je suis vraiment désolé, jamais vu, même lorsque le président de la République a pris un engagement, une promesse. Tout ce que nous avons pu voir ces temps-ci, la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons organisée a été... Elle a glissé, il y a eu un glissement de date. Tous les grands projets, en 2011, 2018, 2025, il est arrivé avec un projet en nous disant vous allez voir ce que vous allez voir. L'ensemble des travaux structurants, rien ne s'est passé. Comment pouvez-vous penser que tout d'un coup aujourd'hui, sur des choses comme celle-là, il va se passer une révolution? Pour quelqu'un qui, arrivé à son âge, n'a plus envie qu'il y ait de modifications fondamentales dans sa façon de faire. Il ne peut pas y avoir de changement aujourd'hui en l'état actuel des choses. Et je pense, c'est humain, ça se comprendrait. Le président de la République aurait envie de conserver les habitudes qui sont les siennes, les gens qui sont les siens, les personnes avec lesquelles il a eu l'occasion de frère pendant un certain moment, de frayer pendant un moment. Donc je ne pense pas qu'il va y avoir un immense changement aujourd'hui parce que je crois que tant qu'on va rester dans avec cette même façon, avec cette organisation, avec le même président de la République, il ne se passera pas grand-chose. Si on a envie d'un changement, je ne vous dis pas forcément que je suis en train d'appeler à une révolution absolue. Mais loin de là. Non, pourquoi pas. Je pourrais le faire si vous nous attirez. Voilà. Je ne vais pas sur ce terrain. Oui. Moi, j'appelle, évidemment, je suis comme tout le monde. J'aimerais avoir un Cameroun qui est un Cameroun dynamique, vivant, avec une réorientation des choses, de nouvelles chances. On voit comment les autres pays, vous parliez tout à l'heure du Gabon. J'appartiens à une génération de gens où, quand on parlait du Gabon autrefois, je dirais, on rigolait doucement. La Guinée équatoriale, pareil. Aujourd'hui, vous avez des Camerounais entiers qui ont envie d'émigrer pour aller en Guinée équatoriale. Tout à fait. C'est la même chose pour le Tchad. Tous ces pays qui ont connu une alternance, un changement de quelque chose, à un moment donné, je ne parle pas de la Guinée équatoriale, ça c'est un cas particulier, parce que je crois que le président équato-guinéen est peut-être l'un des rares qui, malgré son ancienneté, il est peut-être même, je crois, d'un an plus âgé que le président actuel, mais au moins il a redynamisé, il a su se régénérer et donner, c'est peut-être la seule exception, mais en dehors de ça, tous les autres pays ont connu un élan nouveau, que ce soit du fait de la volonté de la Constitution, c'est-à-dire de façon démocratique et légaliste, ou que ce soit par la force des choses ou la force de la nature, il y a eu un changement qui a permis un élan nouveau. Malheureusement, chez nous, tel n'est pas le cas, et je crains que malheureusement, le président de la République ne puisse plus avoir cette énergie-là qui lui permette de faire décoller quoi que ce soit, même si c'est ce qu'il voulait. Alors, professeur Assira, nous parlons de cette question d'or en s'appuyant sur Zamboy comme étant un prétexte, mais est-ce que nous avons, comme le disait le docteur, les mécanismes de pouvoir contrôler notre or, ou alors c'est une simple volonté politique? Alors, pour être honnête avec vous, je ne suis pas suffisamment documenté sur le sujet. J'ai découvert la question avec ce drame sur lequel, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire pour ce qui concerne le contrôle, l'organisation du travail par les structures de l'État, les structures compétentes. Alors, si on reste peut-être sur l'angle juridique, est-ce que ceux qui travaillent dans une mine comme celle-là, est-ce qu'ils ne devraient pas avoir un certain nombre de mécanismes qui pourraient apporter une sorte de protection et de sécurité à ceux qui travaillent? Peut-être que là encore, la question du droit du travail revient avec insistance. C'est la première chose. Je pense que l'employeur, le premier devoir de l'employeur à l'égard du salarié, c'est un devoir de sécurité. L'employeur doit pouvoir garantir aux salariés les conditions minimales de sécurité. C'est la raison pour laquelle il se développe de plus en plus, tous les jours, une certaine forme de jurisprudence sur l'ensemble des structures qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver. Ça va non seulement de la santé, les conditions de la santé mentale, aux conditions de la sécurité physique, avec tous les équipements que vous connaissez. Il faut des lunettes, il faut des casques, il faut des bottes, des chaussures de travail et autres, etc. Là, en l'occurrence, encore une fois, comme je vous l'ai indiqué au début, je ne sais pas dans quelles conditions précisément, mais au vu des images que nous tous nous voyons, on a l'impression que c'est souvent des choses qui sont faites de façon artisanale et un peu à l'encran, ce qui fait que les risques ne sont pas véritablement évalués. Et qui est le véritable employeur? Pour être honnête avec vous, je ne veux pas plonger dans les accusations sans avoir pris la peine de savoir à peu près quels sont les tenants et aboutissants Merci pour